Charles, dit le Téméraire, avait mis Liège à sac en 1468. Mais battu par les Suisses, le duc de Bourgogne périt misérablement devant Nancy. On trouvera son cadavre dévoré par des loups. Sa mort, en 1477, délivre Liège de l'oppression bourguignonne. Liège va-t-elle renaître? Va-t-elle survivre? La principauté survivra, 4 siècles encore, mais la renaissance de la cité ne jaillira pas d'un sursaut spontané, patriotique, bien au contraire. Certes, un vent de libération parcourt la ville dès 1477. Dès qu'on apprend ici la fin du Téméraire, les ouvriers, qui travaillent encore à raser les murailles, s'empressent de déguerpir. Déguerpit avec eux le sire de Humbercourt, lieutenant du Téméraire. Il va se réfugier en Flandre. Il n'en reviendra jamais, car en Flandre, on lui tranchera la tête. Par contre, réapparaît notre prince-évêque Louis de Bourbon, qui avait activement combattu ses sujets et brillé dans l'assaut de la cité. Le revoici. En 1467, il avait applaudi l'arrachement du Perron, ordonné par le duc de Bourgogne pour humilier les Liégeois. Aujourd'hui, 24 juin 1478, il applaudit son rétablissement, place du Marché. La mort du Téméraire a changé bien des choses. Débarrassé de son cousin tyrannique, Louis de Bourbon va-t-il pouvoir régner, redresser le pays? Non, le temps lui fera défaut. Les rancunes ne s'effacent pas si vite. Il sera tué 4 ans plus tard dans un combat près de Chénet, tué des mains de Guillaume de la Marque. Un Hercule, se rejetant d'une famille turbulente, il porte fièrement sa taille, 2 mètres, une barbe impressionnante et un surnom révélateur, celui de sanglier des Ardennes. Vous comprendrez qu'il fasse peur au prince-évêque nouvellement élu, qui s'appelle Jean de Horn. Les 2 hommes se fréquentent pourtant, se cajolent, se côtoient, et un beau soir, la fête se termine ainsi. Mais sire Guillaume n'aurait-il pas envie d'éprouver le bel étalon noir qu'on vient de lui offrir? Une petite course équestre? Sur son beau cheval noir, Guillaume de la Marque s'élance avec fougue, s'éloigne de son escorte, tombe dans un guet-apens. Ligoté, terrassé, il sera décapité le lendemain à Maastricht. Ainsi périt le sanglier des Ardennes. Sa mort crie vengeance, ainsi que lui-même l'a hurlé au dernier moment. La famille des Lamarque est influente, très populaire à Liège, et subsidiée par le roi de France. La famille des Horn, celle du prince-évêque assassin, s'appuie sur Maximilien d'Autriche. Ce Habsbourg a récupéré les anciens Pays-Bas bourguignons en épousant la fille du Téméraire. Entre les 2 clans, la guerre civile ne s'apaisera que 7 ans plus tard, en 1492. 1492, c'est l'année aussi où Liège choisit la neutralité qui est reconnue par la France et les Pays-Bas. Depuis le sac de Liège, un quart de siècle s'est écoulé dans le tumulte et le chaos. Et il faudra sauter de siècles pour qu'apparaisse enfin celui qui va restaurer la cité. Érard de la Marque, élu en 1506. Regardez-le, ce neveu du sanglier des Ardennes. Même stature, 1,96 m environ. Même robustesse, il sera capable d'abattre 60 km par jour à cheval. La comparaison, heureusement, s'arrête là. Érard de la Marque est un homme de culture et d'intelligence, d'où la tournure créatrice que prendront ses ambitions. Quand Érard de la Marque est arrivé au pouvoir à Liège, en 1506, il y avait un trou noir place Saint-Lambert, au flanc de la cathédrale, car du palais incendié, calciné, il ne restait presque rien. Érard de la Marque le redresse de ses ruines, ou pas d'un coup de baguette magique. L'entreprise, au contraire, a demandé beaucoup de temps. Les travaux n'ont commencé d'ailleurs qu'en 1526. Mais voilà le résultat. Voilà le nouveau palais de Liège.
avec ses deux cours intérieures dans le même axe et le jardin qui les prolonge vers l'est. Le jardin a disparu depuis lors, ainsi que la façade. Celle-ci, qui nous est familière, Erard de Lamarck ne l'a jamais contemplée, puisqu'elle a été construite vers 1737 en style classique, à la suite d'un incendie encore un. Remarquez cependant que l'ensemble n'a pas changé. Le palais a conservé son jardin. La deuxième cour a conservé sa fontaine et son caractère intime. C'était le domaine privé du prince-évêque, réservé à ses appartements ou au logement de ses invités. La première cour, la plus grandiose, avait une fonction publique. Les bâtiments qui l'entourent abritaient le siège du gouvernement, le siège des représentants de la nation et celui de la justice. Mais avant tout, il s'agit d'une cour d'apparat, d'une cour d'honneur, somptueuse par les galeries continues qui s'appliquent sur ses quatre côtés, stupéfiante par l'extraordinaire décoration des colonnes 60, dont aucune n'est identique à une autre. Et cette profusion de sculptures aux motifs bizarres, exotiques, inquiétants, mérite qu'on l'examine de plus près. Mais d'abord, je voudrais en revenir à la structure d'ensemble, très exceptionnelle à l'époque par sa volonté de symétrie. Symétrie dans l'alignement des deux cours notamment, dans l'agencement des galeries. Seriez-vous très choqué si je l'illustrais par ce schéma? Qu'en pensez-vous? Il y a des ressemblances, des différences peut-être. Finalement, non. Ce n'est pas Liège, c'est Romorantin. Ce qui pose un problème intéressant. Des historiennes liégeoises, Suzanne Colonguevart hier, Liliane Sabatini aujourd'hui, avec une conviction renforcée, ont avancé l'hypothèse qu'il faudrait attribuer le plan du palais de Liège à l'inventeur le plus génial de la Renaissance, Léonard de Vinci. On sait que Léonard de Vinci a tracé un tel plan pour un projet de château à Romorantin, en Sologne, près du Val-de-Loire. Projet abandonné. Mais le dessin, retrouvé dans les carnets de Léonard de Vinci, nous est parvenu. Il présente une analogie évidente avec la structure du palais des princes-évêques. Erard de Lamarck a-t-il pu connaître ce dessin, le copier ou s'en inspirer pour son palais de Liège? Pourquoi pas? C'est fort probable. Erard de Lamarck, en effet, est un parent de Louis XII. Il le voit souvent. Il fait partie de ses proches. Or, les rois de France, depuis quelques années, se sont lancés dans les guerres d'Italie. Erard de Lamarck participe joyeusement, et même glorieusement, à l'une ou l'autre de ses chevauchées, aux côtés de Louis XII. Il séjournera en Italie à plusieurs reprises. Pour lui, comme pour les Français, l'art italien est une révélation éblouissante. François Ier, bientôt, s'attachera les services de Léonard de Vinci, qui l'installera sur la Loire, près d'Amboise. Et c'est là que Léonard de Vinci, vieillissant, concevra le plan de Romorantin avant d'ébaucher celui de Chambord. C'est là qu'il rendra le dernier soupir en 1519. À son chevet, son protecteur affectueux, François Ier. Alors, rien ne prouve qu'Erard de Lamarck ait rencontré personnellement Léonard de Vinci, mais tout donne à penser qu'il a eu connaissance du plan, du projet de Romorantin, et qu'il en a tiré profit pour son palais de Liège. À l'entrée de la grande cour figure cette fleur de lys, ornée d'étamines. C'est l'emblème de Florence, la ville natale de Léonard. La présence de cet emblème ici, ne pourrait-on l'interpréter comme une salutation, un remerciement peut-être? Tout ce décor inspiré d'Italie est cependant marqué de signes qui nous viennent d'ailleurs. De quoi nous parle la gravure luxuriante de ces colonnes qui constituent un musée en plein air? Elle nous parle du Nouveau Monde, récemment découvert,
dont l'Espagne conquérante apporte les curiosités et les trésors. Elle nous parle de l'univers aztèque. Voyez ces masques d'Indiens avec leur court plumage. Voyez ces masques aux dents proéminentes. Voyez toute cette flore exotique, inconnue de l'Europe. Abondance d'ananas, de tournesol, de gousses de maïs et d'haricots. Voyez l'exubérance de ces fleurs tropicales. Voyez enroulés en anneaux ces serpents qui se mordent la queue. Mais d'autres motifs nous viennent d'un continent plus étrange encore et plus obscur, celui de la folie. Voyez toutes ces figures de démence, fous grimaçants, fous aux longues oreilles, fous tirant la langue, fous dont on extrait du nez la pierre de folie, et des bouffons aussi, agitant grelots, agitant marottes. Le thème a été popularisé par Erasme, l'humaniste le plus moderne et le plus profond de la Renaissance. Dans son éloge de la folie, une satire pétillante, il dénonce allègrement la déraison universelle qui régit les hommes et les institutions. Avec Erasme également, Erard de Lamarck entretient des rapports intellectuels et amicaux. Ainsi, par ses relations brillantes, par ses contacts diplomatiques, par ses titres nombreux, car il sera pareillement évêque de Chartres, archevêque de Valence, puis cardinal, et surtout par la fortune immense qu'il accumule, Erard de Lamarck a la stature d'un grand prince européen. Et il refait de Liège une ville européenne. D'autant que le clergé suit son exemple. Nous en gardons le témoignage dans les proportions majestueuses de la nef de Saint-Martin, rebâtie non dans le style italien du palais, mais dans un style gothique attardé. Nous en gardons le témoignage dans la nef et le chœur de Saint-Jacques, cet ultime chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. Une architecture plutôt sculptée que bâtie, une légèreté lumineuse, aérienne. La voûte forme un ciel constellé de prismes, d'arabesques, constellé d'images entrelacées par des nervures de pierre, constellé de pendentifs. Au sol, une allée de statues blanches en bois de tilleul. Jean Delcourt les a faites au XVIIe siècle. Le passage du temps s'est inscrit dans les murs de Saint-Jacques. Regardez cette façade. Le vaisseau ogival marque la dernière étape du gothique, flamboyant avant de s'éteindre. Mais le chœur occidental nous ramène en arrière. Ce massif roman surmonté d'un clocheton est la partie restante d'un vaste narthex du XIIe siècle, sa partie centrale. Soudé désormais au grand corps ogival, qui pourtant ne va la prolonger que 400 ans plus tard. Tandis que le portail, par son style Renaissance, inaugure une époque nouvelle. Ce portail Renaissance est attribué à l'artiste liégeois le plus réputé du XVIe siècle, Lambert Lombard. Ce portrait attire l'attention par son réalisme psychologique, sa solidité chaleureuse. Selon toute vraisemblance, Lambert Lombard s'est peint lui-même. Il fondera une école à Liège après qu'Erard de Lamarck l'ait envoyé visiter l'Italie. Erard de Lamarck soutient les artistes, propage les arts, à Mécène assurément. Mais comment ne pas s'étonner de sa munificence? Il la porte à un tel point qu'elle en devient presque incroyable, énigmatique,
Tout comme demeure une énigme aux yeux de certains historiens, la résurrection de Liège au début du XVIe siècle. Nul ne doute, pourtant, que le mécénat d'Érard de la Marck y a joué un rôle capital. La cité s'en trouve embellie, surtout les édifices religieux. Tapisseries somptueuses, vitrail lumineux, et j'en passe. Dommage, vraiment, que l'ameublement intérieur du palais, qui date d'Érard de la Marck, et que tant de visiteurs jadis ont décrit avec enthousiasme, est complètement disparu de Liège. Mais on sait que la cathédrale, fort dépouillée en 1468 par les Bourguignons, a retrouvé sa splendeur ancienne. Elle s'enrichit notamment d'une pièce d'orfèvrerie imposante, en argent doré. Sous le vermeil reposerait la relique, le crâne de Saint-Lambert. Le buste reliquaire est assez pesant. Il mesure effectivement près d'1,5 mètre en hauteur. Aussitôt acclamé, vénéré par la population, on le portera pour la première fois à travers la ville, l'année même de son achèvement, le 28 avril 1512. Le socle, creusé de 6 niches, représente les scènes de la vie du saint patron de Liège. Sur le devant du piédestal, agenouillé sur un prie-dieu, le donataire, Érard de la Marck. Le règne d'un prince, si fastueux soit-il, n'explique pas tout, néanmoins. Il ne suffit pas à résoudre, et je reprends ici les termes de l'historien liégeois Étienne Hélin, il ne suffit pas à résoudre l'énigme que demeure la résurrection de Liège au début du XVIe siècle. Une résurrection énigmatique? Pas vraiment. La clé de l'énigme, c'est que la ville exploite la campagne. La résurrection, c'est le fruit de l'accaparement au profit des citadins, des rentes qui grèvent la terre. Car depuis longtemps, le clergé, la noblesse et la bonne bourgeoisie ont accumulé des patrimoines et des droits fonciers dans le Condro et en Hesbaye. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme le rappelle Étienne Hélin, et rien n'empêche qu'elles coulent vers la cité. Importance primordiale de l'agriculture, en effet. Elle fait vivre directement les 3/4 de la population. Et non seulement elle alimente la ville, mais en ville, elle enrichit quelques milliers de rentiers. L'industrie, pour sa part, commence à se développer. Les charbonnages sont en pleine expansion depuis qu'on a trouvé le moyen de démerger les mines inondées, de creuser plus profond. La métallurgie aussi, depuis qu'on remplace, dans une certaine mesure, la force de l'homme par l'énergie hydraulique. Hauts fourneaux, fonderies, tréfileries s'installent au bord des cours d'eau. En 1580 déjà, un visiteur italien s'exclame « C'est le pays des forges de Vulcain ». Et la région de Liège, pendant des siècles, continuera de justifier sa réputation. Dérivant de cette activité, la clouterie liégeoise, très tôt, exporte en abondance, pourvoit l'Europe entière. L'armurerie, enfin, prend de l'importance. Surtout la fabrication des armes à feu, qui demandent de la poudre. Et la poudre, nous en fabriquons. C'est grâce à la poudre que Jean Cursus, fournisseur attitré des armées d'Espagne, devient l'homme le plus fortuné de Liège à la fin du XVIe siècle. L'hôtel qu'il a fait bâtir, sur le quai de la Meuse, a moins l'allure d'une maison que d'un palais. Cet édifice Renaissance, il le voulait prestigieux, pour attester de sa réussite. Il le réservait à ses réceptions, à ses affaires. La maison Cursus, puisqu'on l'appelle ainsi, reste toujours le monument civil le plus imposant de la cité. Disons qu'il est unique. Le cas de Jean Cursus, qu'on a qualifié de premier capitaliste liégeois, ne serait-il pas également un cas unique? Liège n'a guère attiré de grands capitalistes, en effet, car elle ne participe guère au commerce mondial, le commerce au long cours, celui qui rapporte des bénéfices plantureux, comme le prouve le cas exceptionnel de Cursus, comme le prouvent les armateurs et les négociants hollandais.
En comparaison, Liège vivote. Artisanat, boutique, négoce local ou régional. L'accumulation de la richesse est lente et ne concerne évidemment qu'une minorité. Les revenus à Liège proviennent principalement des rentes. Des offices publics, il y en a des dizaines. Des prébendes ecclésiastiques, il y en a 200. Et autour de cela, une population assez pauvre, parfois miséreuse, exposée constamment au danger de la famine. Liège, ville de robins, compte plus d'avocats que de capitaines d'industrie. L'industrie, par excellence, restera longtemps le textile. Il assure, à lui seul, au moins 70% de la valeur des exportations du pays. Il se concentre évidemment sur la Vestre. L'eau si pure des Fagnes favorise l'éclosion de Verviers, qui sera porté au rang des bonnes villes de la principauté en 1651. C'est la dernière, c'est la 23e, c'est l'enfant du textile. Remarquez que l'industrie liégeoise est libre de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est l'avantage du statut de neutralité. Neutralité poreuse, assurément. Elle ne rend pas le pays imperméable. Elle autorise le passage des troupes étrangères, mais pas leur stationnement ou l'occupation des villes. Restrictions qui ne seront jamais respectées, car la neutralité poreuse est aussi très précaire. Et à Liège même, on n'évitera pas, selon les circonstances, de faire appel à l'alliance ou même à l'intervention de l'extérieur. Erard de Lamarck, d'ailleurs, est le premier à donner le mauvais exemple. Son affection traditionnelle pour la cour de France se détériore sous François Ier. Pourquoi? Pour un chapeau de cardinal. La France lui octroyait déjà l'évêché de Chartres. Mais elle a promis davantage encore, la pourpre cardinalice. Et ne voilà-t-il pas que François Ier manque à sa parole? Vexé, frustré du bénéfice qu'il escomptait, Erard de Lamarck rompt avec la cour de France et se rapproche des Habsbourg, jusqu'à nouer une alliance militaire avec eux qui engage le pays. Il troque la neutralité de Liège contre l'archevêché de Valence et le fameux chapeau. Dans l'immédiat, les conséquences ne seront pas sensibles à Liège. Par contre, François Ier s'en mord les poings. Figurez-vous que le roi de France a décidé de postuler le titre d'empereur d'Allemagne. Sa prétention se heurte à un adversaire de taille. Charles Quint, né à Gand, élevé en français, Charles Quint est l'arrière-petit-fils du dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Par cette filiation, il a hérité des Pays-Bas. Bientôt, par succession, il héritera aussi de l'Espagne et du Nouveau Monde. Et lui également brigue la dignité impériale. Erard de Lamarck, de tous ses moyens, de toute son influence, soutient Charles Quint, qui remportera la compétition en 1519, à l'âge de 19 ans. Le nouvel empereur n'imaginait pas son destin quand il hantait encore les jupes de sa mère, Jeanne la Folle, dont il recevra l'Espagne et ses colonies. Ni même au décès de son père, Philippe le Beau, quand il recevra les Pays-Bas, par dévolution de Marie de Bourgogne, son aïeule, la fille du Téméraire. L'univers des Habsbourg, sur lequel le soleil ne se couche jamais, encercle complètement la France. Celle-ci, pour se dégager, va multiplier les intrigues et les manœuvres belliqueuses. Paradoxalement, sa tâche est facilitée par la Réforme, la révolte protestante. Non que les guerres de religion épargnent le royaume, bien au contraire. Le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, en 1572, n'en constitue qu'un épisode célèbre. Mais les guerres de religion frappent davantage l'Allemagne. Elles ravagent davantage encore les Pays-Bas, qu'elles conduisent à la fracture. Les provinces du Nord vont faire sécession de façon irréversible, ce qui donne naissance à la Hollande. De l'autre côté, la réforme protestante, énorme dans son remuement, n'atteint que marginalement la principauté. Encore que.
La mutinerie des Rivageois, dont les causes ne sont pas éclaircies, se prête à différentes suppositions. Étaient-ils poussés par la faim ou contaminés par l'anabaptisme, ces émeutiers rivageois qui pillent les abords de la cité le 2 juillet 1531? L'anabaptisme est une secte protestante dont les vues évangéliques très radicales sont parfois proches du communisme. Les Rivageois sont les habitants des communes riveraines de la Meuse, en amont de la cité, Gemep, Tiller, Serein. Alors, poussés par la faim ou anabaptistes, ces émeutiers rivageois? Les deux, peut-être. En tout cas, Érard de la Marck, malgré l'accord intervenu avec le clergé et l'autorité communale, leur réserve un châtiment exemplaire. Exécution capitale des meneurs, humiliation publique pour les autres, ceux de moindre importance. On en comptera 872 à devoir implorer pardon, en chemise, la corde au cou, ou passer sous l'épée du bourreau. L'ordre, désormais, règne à Liège. Provisoirement, du moins. Jusqu'à sa mort, en 1538, Érard de la Marck ne sera plus importuné par des troubles sociaux. Les ennuis, par après, viendront de l'extérieur. Incursions diverses et occupations militaires vont submerger le pays. Son existence même ne tiendra plus qu'à un fil.